Cette vidéo vous est proposée par Pritel, opérateur mobile. Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Samsung Galaxy J7 2016, autrement appelé aussi le Samsung Galaxy J7 6, comme c'est écrit, vous le voyez ici, sur sa boîte. Une boîte d'ailleurs que je vous ai présentée lors de la très traditionnelle et habituelle vidéo de déballage. Alors aujourd'hui, on est bien sur la vidéo de test. On va prendre le temps de le détailler, ce mobile, au long d'une vidéo qui va durer probablement une trentaine de minutes. Alors le J7 2016, c'est un téléphone typé moyenne gamme, il vient juste d'être lancé, mai 2016, au prix de 299 € maximum conseillé. On arrive déjà à le retrouver moins cher sur le web. Le J7 2016, c'est donc un téléphone typé moyenne gamme, par opposition, ou en tout cas par distinction, au J1 et au J3, qui eux sont des mobiles plutôt typés entrée de gamme, à moins de 200 €. Et le J7 2016 ressemble énormément, puisque c'est un quasi copier-coller, question de dimension, au J5 2016 que vous êtes en train de voir à l'écran. Donc on est sur un téléphone moyenne gamme, dans une gamme qui historiquement se veut plutôt typée entrée de gamme, donc on est un peu entre deux univers, celui de la gamme J et peut-être celui de la gamme A, et à la limite peut-être celui de la gamme S, avec le S7 et le S7 Edge. Bon, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça tout au long de cette vidéo. Donc celle du test du J7 2016, un téléphone moyenne gamme. Alors si on fait le tour du propriétaire, c'est la meilleure manière de commencer cette vidéo. Qu'est-ce que l'on va trouver? Alors, sur la face avant de ce téléphone, on retrouve ici un écran de 5,5 pouces, sur lequel je vais revenir d'ici quelques instants lorsque je parlerai de la qualité de l'image. Au-dessus, on retrouve le marquage Samsung, l'écouteur, le flash LED qui accompagne le capteur photo frontal, sympa pour les selfies, et du capteur de proximité. Pas de capteur de luminosité. En dessous de l'écran, on retrouve le multitâche, le bouton physique accueil, donc c'est un bouton sensitif multitâche, non pas rétroéclairé, d'ailleurs il n'est pas rétroéclairé, mais avec un effet miroir. Pareil pour d'ailleurs le bouton retour, qui lui aussi n'est pas rétroéclairé, effet miroir, et qui est un bouton, vous l'avez compris, retour. Le bouton accueil avec un double clic permet d'accéder au mode appareil photo. Donc c'est un petit raccourci, sympa, voilà. Il n'y a pas de bouton physique spécifique appareil photo, mais un double clic sur le bouton physique accueil permet d'accéder à l'appareil photo. Sur le côté du mobile, donc, il faut savoir qu'on retrouve un cadre métallique, donc le pourtour est en fait un cadre, c'est le cadre métallique du J7 2016, c'est ce qui fait la différence notamment avec le J1 et le J3, et c'est pour ça qu'on gagne un peu en qualité perçue, on gagne en niveau de finition, ce qui est quand même assez sympa, et ça permet aussi de rigidifier le téléphone, ce qui est pas mal du tout. On retrouve sur le côté gauche du mobile le bouton de contrôle de volume plus-moins. Sur le mobile, le haut, absolument rien. Sur la tranche supérieure, donc rien, si ce n'est ici de séparation au niveau du cadre métallique pour éviter des problèmes d'accroche. Sur le côté droit du mobile, on retrouve le bouton de contrôle, pas du tout de contrôle, mais en tout cas le bouton on-off, power. Sur le dessous du mobile, on retrouve le connecteur micro USB, l'entrée micro primaire, le jack 3.5. À l'arrière du mobile, on retrouve donc le capteur photo dorsal, entouré d'un petit anneau métallique, mais qui forme une petite excroissance. Donc heureusement qu'il y a le petit anneau métallique pour éviter peut-être de rayer trop rapidement la vitre du capteur dorsal. On retrouve également le flash LED simple, c'est pas un dual tone, c'est pas un double flash LED, c'est un flash LED unique, malgré la taille assez grande de ce petit œilleton, on va dire. On retrouve également la grille du haut-parleur sur le côté gauche du capteur photo dorsal. On retrouve le marquage Samsung, absolument rien d'autre si ce n'est une petite fente ici, une petite fente qui permet de retirer le cache-batterie. Ce que je ne vais pas faire, pour être très honnête avec vous, en fait c'est la misère pour le remettre, ce cache-batterie, parce qu'il faut être très précautionneux. C'est des petits picots en plastique qui vont se glisser dans le châssis métallique, donc il faut y aller très mollo. Déjà, quand on enlève le cache-batterie, ça fait plein de craquements, donc on n'est jamais très à l'aise. Mais quand on le remet, il faut vraiment bien positionner le cache-batterie pour avoir peut-être, en tout cas éviter d'avoir la malchance de casser les petits picots en plastique au moment où ils vont se greffer justement dans le châssis métallique. Donc petite parenthèse, heureusement que ça n'arrive pas tous les jours, parce que sinon on pourrait casser le cache-batterie, ou en tout cas les picots. Ça, c'est la petite note négative liée à cette construction, à ce choix de construction, mais par contre, c'est le seul, parce que la finition est vraiment exemplaire, et ça permet surtout d'avoir, lorsque l'on a un cache-batterie extractible, d'accéder à la batterie qui elle-même est extractible, et à deux emplacements, celui des cartes SIM, format micro, et celui de la micro SD. Voilà, donc vous avez cette particularité, et au final, c'est un bon point quand même pour ce téléphone. Le téléphone est décliné ici dans sa version noire, c'est la version que je suis en train de vous montrer en test. Il faut savoir que ce téléphone existe aussi en version blanche, exactement comme ce J1, et en version jaune, doré, c'est plus classe de dire doré, comme ce J3. Voilà, donc ce sont les trois couleurs que l'on a sur ce J7 2016. En termes de dimension, il faut bien prendre conscience qu'on est sur un téléphone qui est plutôt grand et qui nécessite forcément que vous l'utilisiez à deux mains. D'autant qu'en plus, la prise en main est relativement glissante, donc il faut vraiment le tenir fermement et
taper les textes à deux mains. Ça m'étonnerait que vous ayez des mains suffisamment grandes pour l'utiliser à une seule main. On est donc sur un téléphone qui a des dimensions relativement conséquentes en raison de son écran de 5,5 pouces. Le téléphone fait donc 15,2 cm de long, 7,6 cm de large et 0,8 cm d'épaisseur, donc 8 mm d'épaisseur. Le tout pour un poids de 170 grammes, ce qui peut sembler lourd, mais qui reste dans la norme acceptable pour ce téléphone en raison de ses dimensions. Donc on est dans les bons standards, on va dire. Donc j'insiste bien là-dessus. Autre parenthèse, donc j'insiste bien là-dessus, c'est le niveau de finition est excellent. Autre parenthèse, donc c'est la dalle. La dalle tactile utilise une vitre qui n'est pas apparemment traitée anti-rayures anti-casse. Ça n'est pas une Corning Gorilla ou une Dragon Trail. En tout cas, je n'ai aucune confirmation de la part de la marque là-dessus. Mais la vitre est résistante. Elle est rigide en tout cas. J'ai des difficultés, j'allais dire des difficultés, mais non, j'arrive même pas à impacter l'écran qui est juste derrière la vitre lorsque j'appuie très fort. Donc on est sur un bon point au niveau de la rigidité, au niveau de la conception, au niveau de la construction. C'est vraiment du tout bon. Mis à part cette question de picot lorsque l'on remet le cache batterie sur l'arrière du mobile. Au niveau de l'image, alors comme je vous l'ai dit, on est sur un écran de 5,5 pouces. Un écran qui présente la très bonne particularité d'être un écran Super AMOLED, donc très bonne gestion des contrastes, très bonne gestion des couleurs, bonne gestion de la luminosité, peut-être moins bonne qu'un certain IPS, que certains IPS, mais on est quand même sur quelque chose de très satisfaisant. Et on a donc une qualité d'image qui est tout à fait bonne, malgré, alors c'est un petit peu particulier ce que je suis en train de dire, malgré le fait que la résolution n'est que HD. On est sur un écran qui fait 1280 pixels par 720 pixels, et ça nous donne une densité qui, en général, est faible, en tout cas que je qualifie de faible, de 267 pixels par pouce. Donc on est en dessous des 300 pixels par pouce. C'est un peu dommage, ce qui veut dire que certains amateurs avisés auront l'œil qui détectera peut-être potentiellement un manque de netteté de l'image. Malgré tout, et parce qu'on est sur un Super AMOLED, l'image est belle. L'image reste belle. On a plaisir à regarder des films sur cet écran. Alors petite parenthèse, vous l'avez vu, j'ai placé une clé micro USB sur ce téléphone, et donc ça me permet de vous montrer que ce téléphone est bien doté d'une fonction USB OTG. Bon, je vous le dis au cas où je l'oublie tout à l'heure, mais on est bien sur l'USB OTG, et ça, c'est quand même un point supplémentaire. Alors par contre, pas de possibilité d'installer les applications sur la clé, heureusement, parce que bon, on l'a pas tout le temps greffé à l'appareil, ni sur la micro SD. Donc c'est que sur la mémoire interne. Alors désolé pour les petits reflets, je vois qu'il y en a quelques-uns quand même, mais je vous rassure, la qualité d'image est vraiment tout à fait bonne, malgré le manque de netteté relatif pour certains utilisateurs. Au niveau du son, alors le son est véhiculé par ce petit haut-parleur que vous voyez à l'arrière. Alors je dis petit parce qu'il est vraiment petit, ce qui fait qu'on a, même en le mettant à fond, un son qui risque d'être un peu faible, qui est plutôt clair, mais qui manque de puissance. Et qui peut être étouffé quand vous posez le téléphone sur une table. Voilà, ça vous l'avez compris. Donc c'était la petite particularité de ce téléphone, et notamment de ce haut-parleur. Alors, relativement positif malgré tout, au niveau du son, puisque l'écouteur et le jack 3.5 fournissent des sons qui sont tout à fait normaux, pas de distorsion à ce niveau-là. Je dis l'écouteur, mais l'écouteur c'est plutôt utilisé en mode conversation. Le jack 3.5 c'est bien sûr utilisé si vous branchez un kit piéton, celui fourni avec le téléphone par exemple, ou un casque, ce que je vous recommande, puisque finalement le kit piéton avec le téléphone, de mémoire, c'est la version de Chips qui m'avait d'ailleurs surpris lors du déballage. D'ailleurs, je vous engage à regarder la vidéo de déballage. Voilà, donc globalement, résultat positif, satisfaisant au niveau de l'image et au niveau du son, même si le haut-parleur a quand même un son un petit peu faible, et au niveau de l'image, même si on n'est pas sur du Full HD, mais du HD Ready, du 720p. Au niveau des performances de ce mobile, alors vous le savez, un téléphone, testé chez Top 4 Phone, je le valorise avec deux applications. En tout, 48 597 points, donc on va arrondir à 48 600 points. C'est un score de moyenne gamme, pas de surprise. C'est un score de moyenne gamme qui est la preuve que ce téléphone est largement suffisamment puissant pour faire tourner toutes les applications et tous les jeux 3D du moment, même les derniers qui viennent de sortir, même les plus gourmands. D'ailleurs, si je lance un petit Epic Citadel pour vous permettre de vous faire une petite idée au niveau de la qualité, encore une fois de plus, image, et surtout au niveau de la fluidité de l'image avec des environnements 3D complexes. Hop. Alors pour le son, par contre, je diminue un petit peu le son, hein, ce sera pas plus mal. Alors au niveau de la qualité de l'image, ça va me permettre aussi de vous donner, je fais ma petite transition, petite phase de nettoyage, au niveau donc du benchmark, on y va. Donc vous le voyez, on est très rapidement sur des 30, 40, 50. Il faut savoir que le score moyen Epic Citadel en mode ultra haute qualité, c'est 49,2 images par seconde. Donc on est sur une image fluide au niveau de la 3D, y compris avec des environnements de texture, des environnements 3D, beaucoup d'objets compliqués à calculer.
Quand vous passez en mode ultra haute performance, donc c'est l'opposé hein, sur Epic Citadel, on arrive à quasiment 60 images par seconde. Donc oui, je vous rassure, ce téléphone s'en sort à merveille sur les jeux 3D. D'ailleurs, si je lance un petit Asphalt 8, avec cette petite phase de chargement un peu longue, hein, on verra si je la coupe pas au montage. Peut-être pas, on verra. Je couperai peut-être au montage. Je ferai peut-être une petite ellipse. Ça dépend si c'est rapide ou pas. Ça a l'air plus efficace aujourd'hui, il y a moins de panneaux de pub. Ah, bah disons, c'est rapide. Je suis étonné. Il y a moins de panneaux de pub que d'habitude. Aujourd'hui, Gameloft est en faiblesse, ils sont fatigués. Alors, c'est peut-être depuis qu'ils savent qu'ils vont se faire racheter par Vivendi. Non, pardon, Vivendi, Bolloré. Je crois que c'est Bolloré qui va les racheter. Je crois que d'ailleurs, c'est déjà le cas. Alors, petite séquence de jeu. Pas de musique, bien sûr, vous le savez, pour éviter tous les strikes intempestifs chez YouTube. Ça serait un petit peu ridicule. Surtout que pour 10 secondes de musique, ça serait dommage. Donc, vous voyez, l'image est fluide. Surtout qu'on est sur le mode graphique élevé. Hein. On est sur le mode qualité graphique élevé. Donc voilà, c'est fluide. Par opposition notamment à ce que je vous avais montré avec le J1. Le J1, lui, était complètement à l'agonie. Mais c'est normal, le J1 vaut quand même presque 2 fois moins cher. Ici, on est sur un J7 qui s'en sort à merveille. En tout cas, beaucoup mieux que moi sur ce jeu. Parce que là, aujourd'hui, je suis pas très bon. Non, je suis pas terrible. Mauvais démarrage. Vous voyez, donc, séquence de jeu validée, y compris sur un jeu comme Asphalt 8. Alors, oui, c'est pas le plus gourmand. Oui, il y a plus gourmand. Mais bon, malgré tout, ça reste tout à fait satisfaisant. Voilà. Donc, je vous ai parlé des jeux 3D. Vous l'imaginez, si le téléphone est suffisamment puissant pour faire tourner des gros jeux 3D, en termes d'application, vous pouvez y aller. Le multitâche, il n'y aura pas de problème. D'autant que on est sur un téléphone qui dispose, alors je vais vous donner les composants, ça parlera aux amateurs avisés, hein, qui connaissent. On est sur un processeur 8 cœurs 1,6 GHz 64 bits. Alors pour le moment, je ne peux pas vous dire si c'est un Mediatek ou si c'est un Exynos. Apparemment, c'est un Exynos, donc le processeur maison de Samsung, mais je ne peux pas vous le confirmer. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que c'est un 8 cœurs 1,6 GHz 64 bits. C'est confirmé par Antutu d'ailleurs. Mémoire vive 2 Go de RAM, donc c'est largement ce qu'il faut pour faire du multitâche. C'est ce qu'il faut. Alors, voilà. Et le processeur graphique est un Mali T830. C'est pour ça d'ailleurs que le téléphone s'en sort pas mal en processeur, en termes de jeu 3D. C'est grâce à ce processeur graphique. Hein, c'est surtout ça. La mémoire de stockage, sur les 16 Go de mémoire de stockage revendiquée par le constructeur lorsque vous achetez le téléphone, c'est écrit dessus, avec le petit 1 en mention légale que vous voyez ici. En fait, sur les 16 Go, vous en avez 10,7 lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois. Je vous le rappelle, impossibilité d'installer les applications et les jeux sur la micro SD, c'est comme ça. Mais 10,7 Go pour installer des applications et des jeux, à mon avis, c'est pas mal. Voilà, c'est peut-être pas bluffant parce qu'il y a clairement mieux. Il y a des téléphones qui ont 32 Go, 64 Go, enfin bon, qui sont à l'aise. Là, on est sur du 10,7 Go. C'est bien. C'est bien, non, franchement, c'est bien. Je vais pas critiquer là-dessus parce que, à mon avis, bon, pour certains, c'est un minimum, mais pour moi, c'est un bon standard. Alors, il est temps de parler de la connectivité. Il y a du très bon, et il y a du moins bon, et il y a du pas bon. Vous allez comprendre ce que je veux vous dire. On est sur une connectivité qui, théoriquement, lorsque je fais les tests, je la qualifie de complète. Mais depuis quelques temps, j'ajoute une petite phase de test supplémentaire. C'est d'ailleurs la première vidéo que vous allez voir avec cette petite phase de test supplémentaire. Donc on est sur un téléphone qui est bien doté de la 2G, 3G, 4G, 4G LTE. Bonne accroche, rien à redire. On est sur un téléphone qui est GSM quadriband, donc vous pouvez l'amener avec vous partout dans le monde pour émettre et recevoir vos appels et vos SMS. Donc c'est un téléphone que l'on va qualifier d'international, si on doit vraiment qualifier un téléphone comme ça. À côté de ça, on a du Wi-Fi, BGN Direct Hotspot, on a du Bluetooth 4.1, on a A2DP hein, d'ailleurs, hein, pour ceux à qui ça parle. Donc on est sur du NFC aussi avec fonction paiement, vous pouvez payer par NFC avec ce téléphone, pour peu que votre banque et autres acceptent la chose. Micro USB 2.0 avec fonction, je vous l'ai montré, USB OTG tout à l'heure. On a une radio FM qui nécessite par contre, ça c'est le grand classique, que vous branchiez un kit piéton pour l'antenne. Voilà, je vais vous le montrer. Radio FM, les écouteurs doivent être branchés. Voilà. Donc on a bien une radio FM RDS. À côté de ça, on a un jack 3.5, je vous l'ai montré en dessous du mobile. On a un seul emplacement pour carte SIM sur cette version du téléphone, mais ce téléphone existe aussi en version duos, c'est-à-dire double SIM, mais sur d'autres marchés que le marché européen. On a un emplacement de micro SD qui va jusqu'à soi-disant 128 Go de mémoire supplémentaire. Mais bon, un téléphone qui accepte les micro SD de 128 Go, en théorie, il accepte les 200. Et il y a des cartes micro SD de 200 maintenant. Je vous en ai d'ailleurs présenté une récemment qui était une SanDisk.
Ça, c'est pour les points positifs. Donc, théoriquement, d'habitude, je m'arrête là et je dis que, eh ben, il y a du tout bon. Il manque l'infrarouge, peut-être, et encore, à mon avis, c'est pas très grave. Bon. Par contre, ce que je teste désormais, c'est les sensors, donc c'est-à-dire les capteurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce téléphone, en termes de capteurs, eh bien, on a eu des oublis. Et c'est exactement la même chose pour l'intégralité de la gamme J 2016. C'est exactement le même problème. C'est-à-dire qu'on a bien un accéléromètre, on a bien un capteur de proximité, on a un sound sensor, bon, un capteur de son, enfin bon, ça oui, puisque c'est le micro, mais il manque le capteur de luminosité. Et oui, il le manque. Et c'est la même chose sur la totalité de la gamme J, malgré ce que j'ai pu dire peut-être comme petite épique fail sur le J1, c'est le J3, il manque le capteur de luminosité. Il y a un mode débrayable pour la gestion de la lumière, mais il est semi-automatique, il n'est pas automatique. Pas de capteur de température, c'est pas grave. Pas de boussole, le magnétique est manquant, il n'y a pas de boussole, il n'y a pas, et ça pourra malheureusement embêter certains fans de réalité virtuelle, donc de VR, il n'y a pas de gyroscope. Voilà, donc c'est pour ça que je me permets de vous montrer maintenant cette nouvelle phase de test. C'est pour vous montrer les capteurs, et donc il manque ces fameux capteurs, et ça pourra éventuellement en embêter certains. Moi personnellement, ce qui m'embête un peu, c'est le capteur de luminosité, et encore, mais c'est surtout la boussole. Le capteur, donc gyroscope, je ne fais pas de réalité virtuelle avec mes téléphones, donc j'en ai pas vraiment besoin. Mais sachez que, voilà, pour ceux qui sont fans et qui aimeraient mettre ça dans une cardboard, par exemple, de Google, ou un casque spécifique en plastique, hein, il y en a qui sont faits pour ça, eh ben, vous ne pourrez pas vous en servir de ce téléphone pour faire de la VR. C'est dommage, mais c'est comme ça. En tout cas, vous ne serez pas au confort. Voilà, donc c'est la particularité un peu négative de cet aspect connectivité capteur. Au niveau du DAS, alors là par contre c'est positif, puisqu'au niveau du DAS on est sur un téléphone qui a 0,349 watts par kilo, donc on est sur un téléphone qui est dans la très bonne norme aujourd'hui en termes de niveau de DAS, largement en dessous des 1 watt par kilo qui sont ma propre barrière psychologique, largement en dessous des 2 watts par kilo qui est la norme légale, et du 0,8 que je mets en place cette année en tant que ma propre barrière et scoring maximum. Voilà, donc on est bien sur le DAS, on est bien sur la connectivité en général, on est quand même moins bon sur les capteurs. Au niveau du système d'exploitation, c'est ce qui permet aussi à Samsung, petits coquins qu'ils sont chez eux, les chefs de produits de Samsung et les responsables marketing de Samsung et le directeur marketing de Samsung Monde et même local, hein, c'est-à-dire France et Europe, sont des petits coquins parce que ils ont voulu montrer la différence entre les débuts de la gamme J, donc c'est-à-dire l'entrée de gamme J, hein, J1, J3, et ils ont voulu montrer la différence avec notamment le J5 et le J7, de l'autre côté. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que d'un côté, ici, on n'a que de l'Android 5.1, et ici, on a de l'Android 6.0 Marshmallow. C'est d'ailleurs quelque chose que je vais vous confirmer en allant au bon endroit. Donc pas l'application téléphone, mais l'application paramètres. Si on va à propos du téléphone, et qu'on va donc dans les informations logicielles, on verra bien qu'on est sur la version Android 6.0.1 Marshmallow que vous voyez à l'instant. Donc oui, c'est le moyen pour Samsung de faire la distinction entre ces deux aspects de la même gamme. C'est qu'ici, on est sur la dernière version du système d'exploitation d'Android, de Google, pardon, et que dessus, on a un TouchWiz qui en propose un tout petit peu plus que certains autres J, J1, J3. À savoir notamment, qu'est-ce que l'on a sur cette version de TouchWiz? Alors, on a S-Health, notamment, qui est l'application sportive de Samsung. C'est ce qui vous permet d'avoir ce fameux coach sportif, coach de bien-être. Ah bon, voilà. Donc du coup, comme j'ai reseté le téléphone, je me retrouve avec l'application complètement vide. Donc c'est un peu dommage, mais je vous l'ai déjà montré dans d'autres tests. Je vous la remontrerai d'ailleurs cette application dans le test du S7 et du S7 Edge. Donc on est sur S-Health, bien sûr, qui est présent par défaut dans ce téléphone. On a S-Planner, qui est une sorte de Google, si j'appuie au bon endroit, une sorte de Google Agenda, mais version Samsung, bon, qui apporte pas grand chose à mon avis si ce n'est du design. Bon, toutes les autres applications, lecteur MP3, lecteur vidéo, téléphone, messages, etc. ont été recustomisées par Samsung. Donc ça aussi, c'est une surcouche qui travaille sur l'ergonomie, mais aussi sur le design, sur les musiques, sur le son, etc. D'ailleurs, vous avez des sonneries différentes, hein, vous avez des sonneries qui sont autres que celles de base. Vous avez aussi, pour peu que je la retrouve, Smart Tutor, qui permet de donner la main en fait sur votre téléphone. Bon, c'est si vous avez une panne, enfin un problème logiciel, vous êtes en galère, si quelqu'un connaît un peu, vous lui donnez la main, bon ok, Smart Tutor, c'est cool. Pas vraiment indispensable, mais c'est cool. Et vous avez aussi un dossier qui s'appelle Application Microsoft, preuve qu'il y a vraiment un deal entre Microsoft et Samsung, puisque de base, vous avez les applications, alors vous pouvez les désinstaller, hein, ça ce qui est quand même pas mal, ou en tout cas les flinguer en termes de fichiers, ne gardez que des pseudo-raccourcis. Vous avez donc Word, Excel, PowerPoint, OneDrive avec mon bon accent d'ailleurs, et jusqu'à 100 Go de mémoire de stockage en ligne. Mais pour moi, OneDrive c'est du cloud, donc c'est de la mémoire de sauvegarde, c'est pas de la mémoire complémentaire. Vous avez OneNote pour la prise de notes et Skype. Bon,
Vous auriez pu les installer vous-même, mais Samsung a un deal avec Microsoft et les a installés par défaut. Pourquoi pas? Alors vous l'avez vu, il n'y a pas grand-chose de plus. Finalement, on est sur une version de TouchWiz qui, en 2016, a réellement, et c'est pas mal, été allégée par rapport à la version 2015 et encore la version 2014. Je me souviens de la version 2014 qui était un festival d'effets spéciaux, d'applications installées et autres. On sent désormais que Samsung laisse la chose à la carte. Pourquoi je vous dis à la carte? Parce que vous avez le Samsung Galaxy Apps, donc, qui vous permet de télécharger des applications supplémentaires. Donc, notamment des Samsung qui sont sur le Play Store, des applications qui sont sur le Play Store, qui ne sont pas très utiles finalement. Enfin, c'est pas cet aspect-là de Galaxy Apps qui est utile, puisque finalement c'est un Play Store recustomisé. Donc, ce qui est intéressant, c'est Ma Galaxy, donc un onglet de Galaxy Apps qui vous permet de télécharger des applications supplémentaire, mais Samsung, voilà, et de customiser votre Samsung avec du Samsung. Donc ça, c'est pas mal. Alors, particularité négative, par contre, vous n'avez pas S-Voice sur ce téléphone. Vous ne pouvez pas le télécharger. S-Voice reste encore disponible, mais uniquement sur des téléphones qui sont plus haut de gamme quand même. Là, on est encore sur du moyen de gamme. Voilà, donc en termes de système d'exploitation, vous l'avez compris, à mon avis, on est sur du très bon, on est sur du très satisfaisant. Bien sûr, enfin, en tout cas, je dis bien sûr, mais c'est plutôt mon sentiment, je doute que ce téléphone passe un jour en version 7.0. Je doute vraiment que Samsung fasse l'effort, mis à part peut-être avoir ici une petite Value Edition, donc c'est-à-dire une nouvelle édition avec la mise à jour faite de base, mais ça m'étonnerait vraiment que ce téléphone soit mis à jour en 7.0. On verra ce qu'il en est dans les mois à venir, mais a priori, ça ne sera pas le cas, et c'est pas très grave, tant pis, puisque finalement, quand on a un système d'exploitation qui marche bien, bah autant le laisser tranquille. Avec des patchs correctifs, ça marche très bien, tant mieux, mais pas besoin de faire des mises à jour constantes de version à version, ça sert à rien. En général, ça plombe même plus les performances qu'autre chose. Donc le téléphone s'en sort en général pas trop à l'aise. Voilà. Donc il est temps de parler de l'usage. Alors sur l'usage, je ne vais pas revenir sur le lecteur MP3 vidéo photo, je ne vais pas revenir sur la qualité de l'appel ou autre. Oui, ce téléphone est capable d'appeler, oui, il le fait bien, il a une bonne accroche. Bon, je ne vais pas revenir sur les usages de base d'un smartphone. Par contre, je vais m'attarder sur deux usages, ou en tout cas deux aspects. Un, les capteurs photo. Donc ça va me permettre de vous dire que le capteur dorsal est, à mon sens, à mon avis, un bon capteur dorsal. Il prend bien les photos. Il a un mode autofocus mais que vous pouvez débrayer. Le flash LED est automatique aussi si vous le voulez. C'est efficace. Et les photos, à mon avis, sont bonnes. Franchement, le capteur dorsal fait bien son travail. Pas de souci là-dessus. Mode vidéo d'ailleurs 1080p, je vous rassure là-dessus. Le capteur dorsal, donc je vous viens de vous le présenter. Le capteur photo frontal, c'est un 5 mégapixels. Alors vous allez remarquer quelque chose. Le flash LED n'est pas un flash LED automatique, ce qui est assez particulier puisqu'on est sur un flash LED qui est soit activable, désolé pour vos yeux, là je suis en train de le mettre de force, soit désactivable, mais il n'y a pas de mode automatique. Donc ce qui est assez étonnant, c'est qu'on n'a pas de mode automatique au niveau du capteur photo frontal, au niveau du flash LED, j'entends. Par contre, on est sur un capteur photo frontal qui fait du 5 mégapixels et qui prend des photos qui restent de qualité tout à fait convenable pour un 5 mégapixels. Ça serait un 5 mégapixels de capteur dorsal, je dirais pas qu'il est bon, mais comme c'est un frontal pour les selfies, à mon avis, avec quelques petits modes supplémentaires de réglage et autres sur lesquels je vais pas m'attarder parce qu'il y en a vraiment une blinde, ça sert à rien, et puis vous les connaissez probablement, et puis vous imaginez que de toute façon on peut télécharger n'importe quelle application photo pour compenser, on est en aspect matériel sur du satisfaisant, du bon au dos pour le capteur dorsal et du tout à fait correct pour le capteur frontal, si ce n'est que je suis quand même vraiment très étonné. Alors c'est peut-être lié au capteur de luminosité qui est absent, et donc c'est probablement ça d'ailleurs en fait pour le coup, c'est même pas peut-être, c'est sûrement. Mais le capteur photo frontal n'est pas doté d'un flash LED automatique. Et ça c'est dommage, et c'est la répercussion à mon avis, donc, mais je pense que c'est ça, hein, de l'absence de capteur de luminosité. D'ailleurs, je pense, j'en suis sûr en fait. Ouais, non, mais j'en suis sûr. Au niveau de l'autonomie, alors, bonne note parce que Samsung a quand même une bonne idée. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il monte dans la gamme J sur une version, J1, J3, J5, J7, à chaque fois qu'on monte dans la gamme, eh bien, on a une batterie de plus en plus grande. Oui, on a un téléphone qui devient de plus en plus performant avec un écran de plus en plus grand, et donc plus énergivore, mais heureusement, la batterie, elle suit, et elle grandit. Donc on est ici sur une batterie de 3300 mAh, complétée à merveille par cette petite particularité de Samsung au niveau de la gestion de l'autonomie, qui est ce petit mode, alors pour peu que j'arrive à le retrouver, donc ça se trouve dans batterie. Ah voilà, ici. Donc on a cette capacité qu'a le téléphone, donc à gérer un mode économie d'énergie, on va dire de base, qui permet de réduire notamment la fréquence du processeur, de réduire les connectivités, par exemple quand vous les utilisez pas, enfin voilà, ça réduit un petit peu, on va dire les performances du mobile, mais ça le rend plus autonome. Sachant qu'à la base, ce téléphone a déjà une journée d'autonomie. Mais là on arrive
à accroître l'autonomie pour essayer d'avoisiner les 1,5 jours, peut-être même 2. Mais on a aussi le mode ultra haute économie d'énergie. Alors celui-là, à mon avis, on l'active plutôt quand on est vraiment en fin de batterie. D'ailleurs, on peut l'activer en automatique en fin de batterie. Genre, vous arrivez à 15%, c'est la panique. Bon, hop, ça se déclenche. Ça se déclenche et qu'est-ce que ça fait? Alors ça passe l'affichage en noir et gris, plus de couleurs, affichage simplifié, ça réduit vos connectivités comme c'est écrit, etc., etc. En fait, ça réduit le téléphone à sa plus simple expression, à savoir un téléphone. Voilà. Et ça permet vraiment d'accroître, mais de manière énorme, l'autonomie, puisque le téléphone est utilisé de sa manière la plus simple. Et il n'y a pas de jeu ou autre. Donc ça, c'est vraiment le mode secours qui tombe vraiment à point et qui fonctionne bien. Voilà. Donc c'est vraiment cette notion d'autonomie chez Samsung, elle est à mon avis bien gérée parce qu'ils mettent les bonnes tailles de batterie pour leur mobile, mais en plus ils gèrent bien le mode autonomie. Donc globalement, petite parenthèse pour vous donner un élément factuel, 1 heure de vidéo consommée, 1 heure de vidéo vue avec ce téléphone, c'est 15 à 18% de batterie consommée, et c'est exactement le même niveau pour les 4J. J1, J3, J5, J7, ils ont à peu près la même autonomie, ils ont à peu près le même pourcentage de batterie consommée pour 1 heure de vidéo. Ce qui prouve qu'en fait, vraiment, c'est ce que j'insiste, et j'insiste vraiment là-dessus, mais Samsung a eu cette bonne gestion de la batterie, de la taille de la batterie, en fonction de la taille de l'écran, de la consommation énergétique du processeur, etc. Voilà, donc ça c'est assez malin, et ça au moins on peut le mettre à leur compte. Voilà, au niveau donc du test en lui-même, j'ai fait le tour, je vous ai donné tous les points, il est temps donc d'arriver à la conclusion et de vous dire ce que je pense de ce téléphone. Est-ce que c'est un bon mobile ou un mauvais mobile? Alors globalement c'est un bon mobile, vous l'avez compris, je suis plutôt enthousiaste parce que tout au long de cette vidéo je vous ai donné plein de bons points. Et oui, il y en a des bons, et parfois il y a quelques petites faiblesses, notamment au niveau des capteurs, des sensors comme on dit en anglais, c'est là que c'est un peu dommage. Mais globalement on est quand même sur quelque chose qui est assez sympathique. Ce qui est assez étonnant quand même par contre, ça n'est pas le téléphone en lui-même, parce que le téléphone pour son prix je le trouve bien. Franchement, je le trouve bien, et donc au final, vous l'avez compris, oui, je vous le recommande à l'achat. Ce qui est assez étonnant, c'est un peu finalement, au sein de la gamme J, le grand écart qu'est capable de faire Samsung, d'un côté avec les J1, J3, et de l'autre côté avec le J5 et J7. On est vraiment presque quasiment entre deux univers, donc on est au sein de la même gamme, mais avec des téléphones qui ont des tendances mais complètement opposées. D'un côté de l'entrée de gamme qui parfois n'est pas très satisfaisant, comme le J1, au contraire du J3 qui lui est sympa, et le J5 et le J7 qui, de l'autre côté, en donnent pour leur argent quand même, à 2 détails près, mais en donnent pour leur argent en étant dans un autre univers. C'est ça qui est assez étonnant, donc on a à peu près un look similaire, etc. Mais c'est deux mondes, c'est quasiment deux mondes au sein de la même gamme. Bon, c'est assez étonnant. Donc finalement, c'est pas vraiment une critique, c'est juste que j'ai un peu de mal à comprendre comment Samsung constitue sa gamme en ce moment en J, parce qu'il y a vraiment il y a de tout. C'est un peu étonnant. Voilà, mais bon, soit, c'est pas un problème, parce que le téléphone en lui-même reste bon, donc à ce détail près du capteur de luminosité, et du mode gyroscope, enfin du gyroscope, etc. Voilà, ça c'est un peu dommage. Pour le reste, franchement, on est quand même sur du très très satisfaisant. Je trouve l'image bonne. On aurait préféré peut-être un Full HD, mais un HD Ready avec un Super AMOLED, ça marche déjà pas mal du tout. Et le téléphone est capable de faire du jeu 3D, toutes ses applications. Il a une bonne connectivité en Wi-Fi, il a une bonne connectivité en Internet mobile, donc 4G, 3G, en GSM aussi. Voilà, donc j'ai pas vraiment de critique à lui faire, c'est juste que je suis un petit peu étonné de la construction de la gamme J en 2016, mais ça, c'est plus un aspect marketing qu'autre chose. Voilà, finalement, techniquement, le téléphone, lui, il est pas mal, quoi. Voilà, donc merci d'avoir visionné cette vidéo de test, donc la vidéo de test du Samsung Galaxy J7 2016, autrement appelé J7-6. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo en vous lâchant dans la zone qui se trouve juste en dessous, là, il y a une belle zone de commentaires, lâchez-vous. Faites-moi plaisir, dites-moi ce que vous pensez de ce téléphone et dites-moi aussi bien sûr ce que vous pensez de mon test et de ma propre appréciation. Voilà, n'hésitez pas à réagir justement. Aussi, vous pouvez liker cette vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas que quand vous dislikez une vidéo de test d'un mobile, c'est pas le test en lui-même que vous dislikez, enfin si, c'est le test en lui-même que vous dislikez, mais pas le mobile. C'est-à-dire que si vous dislikez cette vidéo, c'est pas parce que vous trouvez le mobile mauvais, mais c'est parce que le test n'est pas bon selon vous. Voilà, donc ne vous trompez pas sur ce que vous dislikez. Je vous dis ça parce que certaines personnes des fois se plantent. Donc lâchez le petit pouce bleu qui fait plaisir si cette vidéo vous a plu. Et petite parenthèse supplémentaire, parce que j'aime bien le rappeler, vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube. Voilà, tout ça, c'est des petits boutons par en bas, il y a plein de choses en bas. Vous pouvez aussi nous retrouver sur le site, sur le forum, Facebook, Twitter, etc. etc., etc. Bon, quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos de tests, de présentation, de déballage, d'interviews, etc., etc. Comme d'habitude chez Top for Fun. On se laisse là, je crois que c'est déjà pas mal, une vidéo qui dure depuis 30 minutes. Ouais, on va arrêter. Voilà, stop le blabla. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.